consommateurs dans les produits alimentaires. L'association écologiste Génération Future révèle que 70% des fraises contiennent des pesticides qui seraient mauvais pour notre santé. Et plus inquiétant encore, plusieurs échantillons comportent des produits interdits en Europe. Claudine Gilbert, Annelise Berthiaud. Un produit frais, sain en apparence. La fraise, vedette de l'été sur les étals, qu'elle vienne de France, de Belgique ou d'Espagne. Je suis d'origine espagnole, hein, alors du coup je l'ai choisie aussi bien française qu'espagnole. J'achète toujours des fraises françaises, parce que les espagnoles, elles n'ont pas de goût. Je l'ai choisi bio et surtout pas espagnol. Pourquoi ? Parce que je sais que tous les produits espagnols sont traités. Une crainte justifiée, 92% des fraises seraient contaminées par des pesticides, 100% pour les fraises espagnoles. Un redoutable cocktail chimique, 225 résidus ont été découverts dans une cinquantaine d'échantillons seulement. Les producteurs vont finalement varier les molécules utilisées pour ne pas dépasser les limites maximales en résidus, donc les normes et être en conformité avec la réglementation. Et du fait, on a en effet une multiplicité de molécules. D'ailleurs, dans nos analyses, on a montré que sur une fraise, on pouvait trouver 12 molécules différentes dans la même fraise. Ces pesticides sont aussi en majorité des perturbateurs endocriniens. 65% des fraises françaises en contiennent, 78% des fraises espagnoles. Une menace surtout pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, même à très faible dose. Car ces molécules qui perturbent le système hormonal augmentent notamment le risque de cancer, de troubles neurologiques et cognitifs, de diabète et d'obésité. Cette enquête révèle enfin l'existence de fraudes massives. 18% des fraises analysées contiennent des insecticides ou des antifongiques interdits par la réglementation. Seul le label bio interdit totalement l'utilisation de pesticides chimiques. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. C'est cela pour vous, Monsieur Sarkozy, notre puissance agricole, l'empoisonnement de notre terre, notre air, notre eau, notre nourriture, nous rendre malades, nous et notre famille, alors que les solutions existent déjà. L'environnement, avec le dossier de cette édition sur ceux qui croient à une autre agriculture. Pendant longtemps, ceux qui rejettent les produits chimiques, engrais et pesticides sont passés pour de doux rêveurs. Aujourd'hui, ils affichent leurs résultats, des exploitations rentables, des sols préservés. Alors qui sont-ils et surtout quelles sont leurs recettes? C'est peut-être l'agriculture de demain. Dossier signé Laurence Decherf, Nicolas Métauer. Cet agriculteur possède un atout. Il ne laboure pas. Dans son champ de blé, il y a déjà des ouvriers plein la terre. Il suffit de bêcher pour y découvrir cette vie souterraine. Des vers de terre font le travail à sa place. Ne pas travailler le sol a permis aux vers de terre de conserver leur galerie, donc de protéger leur habitat et de continuer à se développer. Dès l'instant qu'on va venir travailler le sol, bouleverser leur galerie, le ver de terre, pendant l'année, il va se reconstruire des galeries. Il va travailler pour lui. Si la galerie est faite, après, il travaille pour nous. Leurs galeries aèrent le sol et servent aux racines. Leurs excréments et leurs baves apportent des éléments nutritifs à la plante. Avec le labour, les vers de terre disparaissent de la surface, la terre s'appauvrit, les cultures sont plus vulnérables. Il faut plus facilement recourir aux pesticides. Pour conserver ces vers de terre, Alexandre Dormois sème donc directement sur les restes de sa culture précédente. Il change constamment de type de culture, c'est ce qu'on appelle la rotation. Ces techniques lui libèrent du temps. On fait moins de passages, ça évite d'avoir d'autres mauvaises herbes. On ne favorise pas la levée de nouvelles mauvaises herbes. Moins de mauvaises herbes, c'est moins de pesticides. Ces procédés agronomiques simples, peu coûteux, réduisent le recours à ces produits chimiques et attirent de plus en plus de jeunes agriculteurs. Car les terres françaises ont un problème, elles sont trop polluées.
Durant des dizaines d'années, des millions de tonnes de pesticides ont été déversés sur les cultures, comme ici sur le maïs. Des produits qui persistent dans les sols et peuvent atteindre les nappes souterraines 30 à 50 ans plus tard. Résultat, 96% des eaux de surface et 61% des nappes souterraines en contiennent. Il faut dépolluer l'eau pour la rendre potable, ça coûte des millions d'euros chaque année. Alexandre Dormois, lui, utilise 2 fois moins de pesticides que ses voisins et n'achète aucun engrais chimique. Quand il a besoin d'enrichir sa terre, le lisier et le fumier de ses élevages lui fournissent exactement ce qu'il faut. Résultat, il se dégage une marge plus élevée de 20%. Je fais au moins autant que mes voisins en rendement. En économisant ? En économisant beaucoup de mécanisation, en économisant du carburant et des pesticides. Autre secteur agricole qui utilise beaucoup de pesticides, les fruits et légumes. Pour les éviter, le producteur de tomates a aussi sa technique. Dans ses serres, il pratique ce qu'on appelle la lutte intégrée, grâce à des prédateurs qui vont manger les ravageurs. Par exemple, on va avoir des petites guêpes, on va avoir des petites punaises qui vont s'attaquer à des mouches blanches, qui vont s'attaquer à des pucerons, et donc créer entre eux un équilibre. Et donc, par conséquent, nous n'aurons pas à utiliser de produits phytopharmaceutiques. Pour éviter les maladies, pas de terre dans ces cultures. Les pieds de tomates poussent dans une laine minérale. Le producteur ajoute l'eau et tous les nutriments à la plante afin de tout maîtriser. Ça nous a permis déjà d'éliminer plus de 50% des problèmes sanitaires de la tomate. Résultat, pour 95% de ces tomates, ils n'utilisent aucun traitement chimique. Plus facile à mettre en place en serre qu'en plein champ, les modèles agroécologiques nécessitent de travailler autrement. À l'opposé des agricultures intensives, ils font parfois peur aux agriculteurs. Voilà, vu comme ça, ça paraît simple. On va un peu plus loin avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Pourquoi est-ce que ces méthodes ne sont pas généralisées ? Eh bien, tout simplement parce que ça prend du temps. Réintroduire de la matière organique dans des sols qui sont fatigués, remettre des vers de terre, eh bien, c'est long. Et vous le savez, le temps, c'est de l'argent. S'il faut plusieurs mois, plusieurs années pour avoir ces nouveaux sols, eh bien, les agriculteurs vont baisser en rendement, baisser en revenus. Et certains aujourd'hui ne peuvent pas se le permettre. Il y a un troisième argument aussi, David, vous le savez, c'est-à-dire qu'en France, il y a une vraie culture des pesticides. Depuis l'après-guerre, des générations d'agriculteurs utilisent ces produits, plutôt simples à manier, plutôt efficaces, parfois dangereux pour eux-mêmes. Et puis, il y a évidemment la force de frappe des sociétés de produits phytosanitaires capables d'aller de ferme en ferme pour convaincre les agriculteurs d'utiliser leurs produits. Merci Sébastien pour ces explications. La dette publique, la dette privée, ce n'est rien, rien du tout, un jeu d'écriture. Mais la dette écologique est irréversible. Il ne suffit pas d'arrêter de dégrader, il va falloir réparer et il va falloir être sobre et changer toutes nos manières de faire. Non seulement la manière de produire, non seulement la manière d'échanger, mais aussi la manière de consommer et de cesser de confondre la consommation et le paraître et l'être. Regardez ces inondations dont on vous parle. N'est-il pas temps de mettre un terme à l'extension sans fin de l'urbanisation qui imperméabilise les sols? N'est-il pas temps de pratiquer une autre agriculture que celle qui transforme la terre en une toile cirée? Il faut en finir avec l'agriculture productiviste et les petits perroquets qu'on nous amène à la télévision pour débiter leurs imbécilités. Nous n'avons que faire des gros agrariens et de leurs petits griots qui font comme s'ils n'étaient pas en train d'empoisonner la terre, l'eau, l'air et se tuer leur propre santé les premiers. Il faut tourner cette page. Il faut changer la matrice productive de la patrie des Français. Il faut la changer par la méthode de la planification écologique, c'est-à-dire combiner la formation des personnels, le changement des machines, les modes de consommation, tout en même temps. Voilà en quoi consiste la première tâche de la révolution citoyenne. Elle consiste à reprendre le contrôle sur notre destin d'être humain. Cela consiste à porter pour drapeau et mot d'ordre commun l'intérêt général humain.